Pour mon diplôme, ma mère et mon frère n'arrêtaient pas de dire « Nous avons quelque chose de spécial prévu pour le grand jour ». Ils ne se sont jamais présentés. Au lieu de cela, ils ont publié des photos d'une station balnéaire avec la légende « Elle comprendra ». Je n'ai rien dit. Mais après avoir partagé une photo avec le côté de mon père, j'ai reçu plus de 200 messages. Salut Reddit, je suis une femme de 22 ans, et jusqu'à récemment, je pensais que si je baissais la tête, travaillais dur et ne causais pas de problème, peut-être, juste peut-être, ma famille commencerait à me traiter comme elle a toujours traité mon frère. Cette histoire concerne le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mais en réalité, elle commence bien avant. J'ai grandi dans une petite ville qui avait l'air pittoresque de l'extérieur, rue tranquille, pelouse taillée, voisins polis. Mais notre maison avait toujours l'impression d'être en équilibre sur le fil du rasoir. Ma mère, Célène, avait un talent pour faire bonne figure en public lors des événements scolaires ou des fonctions religieuses, elle passait pour une personne chaleureuse, impliquée, voire charmante. Mais à la maison, les choses étaient différentes. Elle était le genre de parent qui ne criait pas et ne jetait pas les choses, non, sa méthode était plus silencieuse, plus aiguë. Elle vous culpabilisait en vous faisant croire que vous étiez le problème, même lorsque vous n'étiez qu'un enfant essayant de comprendre pourquoi rien de ce que vous faisiez n'était jamais assez. Et puis il y avait Lévi, mon frère aîné de 2 ans. Il ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. Il a eu des C au lycée, a sauté des cours et est rentré tard sans explication. Célène avait toujours une excuse prête, il est sous beaucoup de pression, ou, il a juste besoin de temps pour se trouver. Mais si je rentrais 10 minutes en retard de la bibliothèque, soudain, j'étais irresponsable, inconsciente et je ne me souciais pas de sa tranquillité d'esprit. J'ai passé la plupart de mon adolescence à courir après des étoiles d'or que je n'ai jamais reçues, des A, une présence parfaite, du bénévolat le week-end, des emplois à temps partiel, rien de tout cela n'a jamais semblé faire une différence. Célène hochait vaguement la tête lorsque je partageais de bonnes nouvelles, proposant parfois un calme, c'est bien, mais rien de comparable à la façon dont elle s'illuminait lorsque Lévi disait qu'il pourrait essayer de lancer une chaîne YouTube ou parlait de sa dernière idée d'entreprise, il n'a jamais donné suite. Pourtant, je me suis dit que les choses seraient différentes une fois que je serais entré à l'université. J'ai été accepté dans une bonne université publique avec une bourse d'études complète. J'ai fait mes bagages et je suis parti pour le campus avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Je n'ai pas souvent eu de nouvelles de Célène pendant ce premier semestre. Elle envoyait des SMS occasionnels, principalement à propos de factures ou pour demander si j'avais besoin d'argent, ce que je n'avais pas, heureusement. J'avais 2 emplois à temps partiel et un budget très serré, mais je m'en sortais. Je ne suis pas souvent rentré à la maison pendant ces 4 années, lorsque je le faisais, je le regrettais généralement. Une fois, j'ai évoqué quelque chose que mon père avait dit lors d'un de nos rares appels téléphoniques, rien de controversé et Célène a immédiatement changé de sujet, puis a quitté la pièce. Lévi m'a dit que je devrais être plus reconnaissante, tu ne sais pas ce que maman a traversé après son départ, a-t-il dit. Elle est restée pour nous. Sauf que je n'ai jamais vraiment eu l'impression qu'elle était restée pour moi. J'avais toujours l'impression de faire partie du décor. Pourtant, lorsque l'année de ma dernière année a commencé, j'ai décidé que je voulais qu'il soit présent à ma remise de diplôme. Je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi, peut-être espérais-je simplement qu'après tout, il me verrait enfin non pas comme l'enfant qui suivait les règles et se taisait, mais comme quelqu'un qui valait la peine qu'on se présente pour lui. Je ne m'attendais pas à un défilé, je n'avais pas besoin de ballon, ni de réservation au restaurant, ni d'une grande fête. Je voulais juste qu'il soit dans la foule. Environ 3 semaines avant la remise des diplômes, Célène a commencé à laisser entendre quelque chose. C'était subtil au début. Un soir, lors d'un de nos rares appels téléphoniques, elle a dit « Ne prévois pas trop de choses après la cérémonie, Lévi et moi avons quelque chose de spécial prévu pour toi. » Je me souviens m'être figé, mon téléphone pressé contre ma joue alors que je fixais le plafond de mon petit appartement. Quelque chose de spécial, ça ne lui ressemblait pas envers moi. Quel genre de spécial, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle dit, sur un ton presque chantant. Nous voulions faire quelque chose d'un peu différent. Tu as tellement travaillé, et nous sommes fiers. Ce mot, fier, m'a envoyé une étrange sensation. C'était comme entendre une chanson que j'aimais enfant mais que je n'avais pas écoutée depuis des années. Je voulais y croire, je m'y suis accroché, même si mon instinct me disait d'être prudente. Je me suis laissé espérer. Lévi n'a pas été d'une grande aide non plus. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un SMS de nulle part, ne réserve rien pour après la remise des diplômes. Fais-nous confiance.
Ça va être énorme. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il n'a répondu que par un emoji clin d'œil, ce qui n'a pas vraiment apaisé mes nerfs. Mais encore une fois, je me suis accroché à l'idée que peut-être cette fois-ci, il le pensait vraiment. Dans la dernière semaine précédant la remise des diplômes, Célène m'a appelé 3 fois, c'était plus qu'elle ne l'avait fait de tout le semestre. Chaque appel se terminait par une variation de « Attends, tu vas adorer. Nous avons hâte de voir ta tête. » J'ai commencé à imaginer ce que ça pouvait être, peut-être qu'ils avaient réservé un petit dîner quelque part, peut-être qu'ils amenaient des membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années, ou peut-être allait-il enfin dire les mots que j'attendais d'entendre depuis que j'étais assez grande pour remarquer que je n'étais pas la préférée. La veille de la remise des diplômes, mon père est arrivé en avion. C'est une autre histoire. Il est parti quand j'avais 9 ans, et nous n'avons pas parlé pendant des années. Mais quelque part pendant ma 2e année, il m'a contacté. J'étais prudente, mais lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Il n'est pas parfait, et il y a encore des choses dont nous ne parlons pas, mais il a fait des efforts plus que je ne peux le dire pour les autres. Lui et sa femme, Kendra, qui est en fait assez gentille, ont réservé un hôtel près du campus. Nous nous sommes retrouvés pour dîner dans un restaurant tranquille et avons parlé de la cérémonie. Il semblait nerveux, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Je l'ai rassuré, maman et Lévi ont dit qu'ils avaient quelque chose de prévu, lui ai-je dit en remuant mon thé. Donc, je suppose qu'ils se présenteront à la cérémonie et feront cette mystérieuse surprise. Il a levé un sourcil mais n'a rien dit au début. Puis, prudemment, il a demandé, t'ont-ils dit ce que c'était? Non, ai-je dit. Ils ont juste dit que c'était spécial. Et de leur faire confiance. Il a regardé son assiette un instant, puis a hoché la tête. Très bien. Eh bien, je serai là. 3e rangée, côté gauche. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'avais sorti ma tenue la veille, vérifié et revérifié lors de la cérémonie, confirmé le lieu. Je me suis maquillé lentement, soigneusement. Pour une fois, je voulais me sentir comme quelqu'un qui valait la peine d'être célébré. À 8h14, j'ai reçu un message de ma mère, quelque chose s'est passé. On t'expliquera plus tard. Tu vas être incroyable. Je t'aime. J'ai regardé l'écran, je l'ai juste regardé, comme si, peut-être, si je continuais à regarder, le vrai message se chargerait après celui-ci, peut-être qu'elle le suivrait d'un « je plaisante, nous sommes déjà sur le campus ». Mais rien n'est arrivé. J'ai vérifié l'horodatage à nouveau, je ne l'avais pas mal lu. Pas d'appel, pas de messages vocaux, juste cette seule ligne vague et définitive. Mes mains étaient froides. Je me suis assise au bord du lit dans ma toque et ma robe, les yeux fixés sur mes genoux, je n'avais même pas encore mis mes chaussures. J'avais l'impression que quelqu'un avait soudainement retiré l'air de la pièce. Je n'avais pas pleuré, pas encore, je me sentais juste bloqué. Kendra a frappé doucement à la porte. « Tu es prête, Anna ?» a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration et je me suis levé. Oui, j'ai juste besoin de prendre mes chaussures. Elle n'a pas demandé si j'allais bien, je pense qu'elle pouvait le voir. Ses yeux se sont attardés sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, comme si elle essayait d'offrir quelque chose, peut-être du réconfort, peut-être juste une reconnaissance mais ne voulait pas s'immiscer. Le trajet jusqu'au campus a été silencieux. Mon père a conduit, il a fait quelques commentaires ici et là sur le temps, la circulation, le nombre de personnes qui assistaient probablement à la cérémonie. J'ai acquiescé, mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, rien de Lévi, pas de mise à jour, pas d'excuses. Nous sommes arrivés assez tôt pour trouver une place de parking sans problème. D'autres familles affluaient, des pères en costume trop serré, des mères portant des fleurs, des frères et sœurs plus jeunes agitant des pancartes. Partout où je regardais, il y avait des gens qui riaient, qui s'embrassaient, qui prenaient des selfies devant la fontaine du campus. C'était bruyant et plein de mouvements, mais je ne ressentais que de l'immobilité. Les diplômés devaient s'aligner derrière l'auditorium, alors j'ai fait un câlin à mon père et à Kendra au revoir pour le moment et j'ai rejoint les autres. Mes amis étaient là, Kayla, Jonah, et quelques autres de mon cours d'éthique des affaires. Kayla a couru vers moi et m'a fait un câlin. « Tu es magnifique » a-t-elle dit, les yeux grands ouverts. « Ta mère est déjà là. » Je me suis figé une demi-seconde avant de forcer un sourire. Elle est en retard, mais elle a dit qu'elle serait là. Kayla ne l'a heureusement pas remarqué. Elle a juste souri et s'est tournée pour ajuster son gland. La file a commencé à bouger.
Nous sommes entrés, rangée par rangée, au rythme de la musique que j'avais entendue 1000 fois dans les films mais jamais en personne. Les lumières étaient vives, la scène s'étendait largement devant nous, et la foule, oh, la foule. C'est ce qui m'a le plus frappé. J'ai scanné les rangées automatiquement, il y avait tellement de gens, tellement de visages flous ensemble dans les applaudissements et les éclairs d'appareils photo. J'ai d'abord repéré Kendra, qui agitait la main et souriait, mon père à côté d'elle, se démarquant un peu dans son blazer gris et son sourire encore hésitant. Il a également salué, mais lentement, comme s'il ne voulait pas attirer trop l'attention. Pas de signe de Célène. Pas de signe de Lévi. La cérémonie elle-même a été un flou. Des noms ont été appelés, des acclamations ont retenti, une sonnette de vache ou un cornet aérocassionnel brisant les formalités. Lorsque mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène, j'ai serré la main du doyen et j'ai essayé de sourire au photographe qui attendait à la fin. J'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Après, devant l'auditorium, mon père m'a enveloppé dans un câlin qui a duré plus longtemps que n'importe quel câlin que j'avais eu de lui auparavant. Je me suis laissé pencher dedans, juste un instant. Kendra a pris des photos, me faisant rire lorsqu'elle a fait refaire une photo à mon père parce qu'il avait cligné des yeux. Nous sommes allés déjeuner dans un petit endroit tranquille près du campus, du genre avec des planchers en bois grinçant et des chaises dépareillées. Ils avaient un menu simple au sandwich, soupe, limonade fraîche, le genre d'endroit qui savait qui il était. À mi-chemin du repas, j'ai sorti mon téléphone à nouveau, sans m'attendre à grand-chose, mais j'avais des notifications, plusieurs Instagram, Facebook, même quelques-unes de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Confuse, j'ai ouvert Instagram en premier. Le message en haut de mon fil d'actualité m'a fait couler le cœur. Les voilà Célène et Lévi, allongés sur des chaises longues, lunettes de soleil sur le nez, océan bleu en arrière-plan. Ses pieds étaient à moitié enterrés dans le sable blanc, Lévi avait son sourire habituel, comme s'il venait de raconter une blague que lui seul trouvait drôle. Ils avaient l'air complètement détendus, pas une trace d'urgence, pas une once de remords. La légende, parfois, le meilleur cadeau est la paix. Elle comprendra. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Mes mains étaient figées autour de mon téléphone, le bruit du restaurant s'est estompé. Je ne me sentais même pas en colère, pas encore, juste vide. Mon père a dû remarquer un changement dans mon expression parce qu'il a fait une pause à mi-morsure. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé doucement. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai forcé un sourire. Oui, juste fatigué. Il m'a regardé d'un air à moitié sceptique, à moitié compréhensif, mais n'a pas insisté. J'étais reconnaissante pour ça. Je n'ai rien posté tout de suite, je ne savais pas quoi dire. Mais ce soir-là, après avoir enlevé ma toque et ma robe et m'être démaquillée, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai ouvert la photo que Kendra avait prise, moi et mon père, moi tenant mon dossier de diplôme, lui avec ses bras autour de mon épaule, nous souriant tous les deux devant la fenêtre du restaurant. Il y avait quelque chose de doucement beau là-dedans, honnête. Alors je l'ai posté. Pas de tag, pas de longue légende, juste, reconnaissante pour les gens qui se présentent. Je n'y ai pas trop pensé, j'ai posé mon téléphone et je suis allé me brosser les dents. Lorsque je suis revenu, il y avait plus d'une douzaine de commentaires. 1 heure plus tard, j'avais plus de 60 messages. Le matin, il y en avait plus de 200. Certains venaient de la famille élargie, de personnes que je n'avais pas vues depuis des années, d'autres venaient d'amis, d'anciens camarades de classe, même du copain du lycée de Lévi que je connaissais à peine. Ils avaient tous quelque chose à dire. Et puis un commentaire s'est démarqué où il provenait du compte de Célène, nous faisions ce que nous pensions être le mieux. Tu n'as pas besoin de rendre cela public. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois. Mon cœur a commencé à battre pas de tristesse cette fois, mais quelque chose d'autre, de plus lourd, de plus aigu. Le barrage s'était fissuré. Et puis le téléphone a sonné à nouveau. Ce n'était pas un appel, c'était un message de Lévi. Je n'ai pas ouvert le message de Lévi tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur la notification comme s'il pouvait me brûler si je le touchais. J'essayais de me préparer à la version de la vérité qu'il pensait que j'étais prête à entendre, peut-être allait-il dire que c'était un voyage de dernière minute, peut-être allait-il prétendre que c'était l'idée de Célène, ou peut-être ce que je craignais plus que je ne le voulais, peut-être allait-il faire comme si rien de tout cela n'était un gros problème, comme si j'étais dramatique. Finalement, je l'ai ouvert, et, regarde, ne gonfle pas ça. Maman et moi avions besoin d'une pause. Nous savions que tu serais avec papa de toute façon, et tu n'avais même pas l'air si excité quand nous t'avons dit que nous avions des projets.
Ce n'est pas comme si nous avions promis quoi que ce soit. Tu prends toujours les choses personnellement. Je suis restée assise là longtemps après avoir lu ça, pas en colère, pas en pleurs, juste silencieuse. C'était comme si un interrupteur s'était retourné. Ses paroles étaient si décontractées, si méprisantes, comme si ma remise de diplôme n'était qu'un autre événement sur le calendrier qu'il pouvait sauter si le temps était meilleur ailleurs. Et puis j'ai pensé à combien j'avais travaillé dur pour arriver à ce jour, combien de nuits j'avais passé à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture, combien de quarts de travail j'avais pris, comment j'avais appris à étirer $20 sur une semaine lorsque mon plan de repas sur le campus était épuisé au chaque sacrifice, chaque heure passée à travailler dur non seulement pour le diplôme, mais pour eux, pour leur approbation. Et puis j'ai repensé à la légende, elle comprendra. Non, je ne le ferai pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'attendais plus qu'il change. Je ne savais pas exactement quoi faire ensuite, pas exactement, mais je savais que je ne pouvais pas leur laisser balayer ça sous le tapis, pas comme tout le reste. Je ne cherchais pas un moment de gotcha enfantin, je ne voulais pas une dispute criarde. Je voulais de la clarté, et si je ne pouvais pas l'obtenir d'eux, j'allais la créer moi-même. Alors j'ai commencé à creuser. La première chose que j'ai faite a été de parcourir les messages que j'avais reçus. Certains étaient encourageants, des gens disant qu'ils étaient fiers, me disant que je méritais mieux, mais quelques-uns ont attiré mon attention pour des raisons différentes. L'un d'eux provenait de ma tante Liana, la sœur cadette de ma mère. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que j'étais parti pour l'université. Elle vivait à quelques villes de là et avait toujours semblé gentille, un peu distante. Son message était court, si tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé avec ton père, appelle-moi. Cette phrase a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Je n'avais pas pensé au divorce depuis des années, pas vraiment. Tout ce que je savais, c'est ce que Célène nous avait dit, que papa était parti quand j'avais 9 ans parce qu'il ne voulait plus assumer ses responsabilités. Elle n'a jamais donné de détails, Lévi l'avait répété si souvent que c'est devenu la version familiale de l'histoire. J'ai hésité pendant une journée entière avant d'appeler Liana. Elle a décroché au 3e coup de téléphone. « J'espérais que tu le ferais », a-t-elle dit. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je ne vais pas tout révéler ce qu'elle a dit pour l'instant, certaines choses, je les traite encore. Mais ce qu'elle m'a dit a remodelé tout ce que je croyais savoir sur mon père, sur ma mère, sur l'argent qui avait mystérieusement disparu pendant ma dernière année de lycée, sur les raisons pour lesquelles Célène n'avait jamais voulu que je passe mes week-ends avec mon père après le divorce, même lorsque le tribunal l'avait autorisé. Lorsque j'ai raccroché, je me suis assise par terre avec mon téléphone sur mes genoux et j'ai regardé le mur. Et puis j'ai commencé à écrire pas un message révélateur, pas une diatribe animée par la vengeance, juste mon côté de l'histoire, celui que je n'avais jamais été autorisé à raconter. Cela a commencé comme une lettre privée, puis c'est devenu un document, puis une collection de souvenirs, de captures d'écran, de photos, de SMS, toutes les pièces que j'avais ignorées ou mises de côté au fil des ans. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais le rassembler m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti auprès de ma famille depuis longtemps, le contrôle. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas répondu aux commentaires de Célène, je n'ai pas répondu au message suivant de Lévi, « Sérieusement, tu vas faire un drame pour une seule journée ?» J'ai laissé le silence s'étirer, et je pense que ça les a rendus nerveux, car c'est à ce moment-là que les appels ont commencé, d'abord de Célène, puis de Lévi, puis d'un numéro que je ne reconnaissais pas mais qui s'est avéré être mon oncle Grant. Ils ont tous dit les mêmes choses de différentes manières, « Tu dois laisser tomber ça, tu es injuste, nous sommes une famille, ce n'est pas comme ça que tu gères les choses. » Et puis est venu le clou, de Célène elle-même, « J'espère que tu ne penses pas à retourner les gens contre nous. » Ce ne serait pas très mûr, n'est-ce pas? Je me souviens avoir lu ce SMS et avoir enfin ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir jusqu'alors, le pouvoir, pas la vengeance, pas encore, mais la possibilité de la vengeance. Parce que pendant qu'il vivait dans ce monde soigneusement conçu de demi-vérité et de contrôle, j'avais observé, documenté, grandi, et maintenant j'avais quelque chose qu'il ne s'attendait pas, des preuves, une perspective, et des gens, plus de gens qu'ils ne le réalisaient ou qui observaient, écoutaient et étaient prêts à me soutenir. Le tournant est arrivé lorsque Célène a posté à nouveau. Je ne m'y attendais pas, il y avait eu quelques semaines de silence radio de sa part, et je m'étais convaincu que peut-être, juste peut-être, elle avait réalisé la gravité de ce qu'elle avait fait. Le message est arrivé tard une nuit. C'était une photo d'elle et de Lévi sur un yacht privé cette fois-ci, leurs bras étaient passés par-dessus l'arrière du bateau, souriant comme si tout allait bien. La légende, cependant, était le véritable coup dur, certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être sacrifiées pour un drame.
Nous faisons ce qui est le mieux pour nous. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, et lorsque j'ai enfin posé mon téléphone, j'ai réalisé que j'en avais fini. Il ne s'agissait pas seulement d'une journée, il s'agissait de la façon dont j'avais toujours été rejeté en faveur de ce qui leur convenait, de la façon dont ils m'avaient utilisé comme un pion dans leur petite lutte de pouvoir. J'ai pris la décision à ce moment-là, j'allais partager la vérité ou toute la vérité, tout. Le lendemain, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à compiler tout, les photos, les messages textes, les reçus des dernières années qui montraient les transferts d'argent entre ma mère et Lévi, les emails où ma mère a clairement indiqué combien elle me ressentait pour ne pas avoir suivi ses traces. J'ai même inclus l'appel de tante Liana, celui où elle a révélé les détails de ce qui s'était réellement passé pendant le divorce, le fait que mon père avait été exclu non pas à cause de l'irresponsabilité, mais parce que Célène avait décidé de garder le contrôle. J'ai passé les jours suivants à rassembler d'autres choses, des messages d'amis qui avaient vu la façon dont Lévi me rabaissait lorsque personne ne regardait, les moments où ma mère avait annulé des projets avec moi pour donner la priorité à l'entreprise dans laquelle Lévi était impliqué à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'être mesquine, j'avais juste besoin d'exposer les faits. Et puis, enfin, j'ai écrit mon message. Ce n'était pas un appel public, je ne voulais pas descendre à leur niveau. Au lieu de cela, j'ai partagé tout avec des amis proches, des membres de la famille élargie et des connaissances qui m'avaient contacté pendant ma remise de diplôme. C'était l'histoire de la façon dont je m'étais senti invisible dans ma propre famille, de la façon dont ma remise de diplôme, l'un des jalons les plus importants de ma vie, avait été ignorée avec un bref message, et de la façon dont, malgré tout, je choisissais de prendre le contrôle de mon avenir. Je n'ai pas mentionné ma mère ou Lévi directement, je n'avais pas besoin de le faire. Tout le monde savait de qui je parlais. En quelques heures, les messages ont commencé à affluer. Les gens étaient choqués, les gens étaient en colère, et étonnamment, les gens étaient solidaires. J'avais ouvert une écluse que je n'aurais jamais pu prédire. Des amis du collège que je pensais être des connaissances occasionnelles m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'avaient jamais su combien j'avais souffert. Mes anciens professeurs du lycée m'ont contacté, disant qu'ils avaient toujours admiré mon éthique de travail mais qu'ils n'avaient jamais connu toute l'histoire qui se cachait derrière. Et puis il y avait ma tante Liana, qui m'a appelé immédiatement. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle dit. « Je ne sais pas si j'aurais pu le faire moi-même, mais maintenant tu as retrouvé ta voie. » La partie la plus difficile est arrivée lorsque j'ai reçu un appel de Lévi. Je n'avais pas répondu à ses messages auparavant, mais maintenant il appelait. J'ai hésité un instant, sachant ce que cela signifierait de lui parler, mais j'ai répondu. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » a-t-il exigé, sa voix tendue et en colère. « Tu n'avais pas besoin de mettre tous nos draps sales en public. Tu as fait de ceci quelque chose que ce n'est pas. Je t'ai dit que nous faisons ce qui est le mieux pour nous. Pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter ça ? » Je ne l'ai pas laissé continuer. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas » ai-je dit, ma voix ferme. Il ne s'agissait pas de drame, il s'agissait de moi, et tu ne t'en es jamais soucié. Tu as toujours mis toi-même et maman en premier. Tu ne t'es jamais soucié de la façon dont j'étais affecté, tant que cela rendait vos vies plus faciles. Il y a eu une longue pause au bout du fil, puis une forte expiration. Très bien, a-t-il dit, sa voix soudainement plus douce. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais ce n'est pas quelque chose pour lequel je vais m'excuser. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en avais fini, plus de prétention, plus d'espoir. J'ai raccroché, ne ressentant pas de soulagement, mais quelque chose d'autre, un sentiment de finalité. Il ne s'est pas passé longtemps avant que j'entende parler de Célène. Elle a appelé 2 fois, je n'ai pas décroché. La 3e fois, elle a envoyé un message au son si différent d'avant. C'était un long message, plus long que tout ce qu'elle avait jamais écrit auparavant. Elle s'est excusée, d'une certaine manière. Elle a reconnu qu'elle avait peut-être eu tort de m'exclure, de donner la priorité à sa relation avec Lévi à celle de sa fille. Mais elle n'a jamais vraiment assumé la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle essayait simplement d'aller de l'avant et qu'elle espérait que je le ferais aussi. Je n'ai pas répondu à ce message, je l'ai juste laissé dans ma boîte de réception. Quelques jours se sont écoulés avant que mon père ne m'appelle. Il n'avait été impliqué dans aucun drame, mais je pouvais dire qu'il était en conflit. Il a demandé si j'allais bien et m'a dit qu'il était fier de moi. Je n'ai pas beaucoup parlé au début, mais finalement, je lui ai tout raconté. Je n'ai rien retenu. Je lui ai parlé du comportement de Célène, des mensonges que j'avais découverts, de la façon dont toute ma vie j'avais eu l'impression de devoir prouver ma valeur juste pour être vu. Il a écouté, il n'a pas interrompu. Lorsque j'ai fini,
il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive avec Célène et Lévi. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'il le pensait. La situation ne s'est pas résolue comme je le pensais. Célène ne s'est jamais présentée avec des excuses sincères, Lévi n'a pas changé non plus. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne me sentais plus impuissante, je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir validée. J'avais fait le travail difficile, à la fois académiquement et émotionnellement, pour arriver là où j'étais. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'eux après ça, un message occasionnel de Lévi, un message vague de Célène, mais j'ai arrêté de consulter mon téléphone de façon obsessionnelle, attendant qu'il revienne. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mon avenir. J'avais un emploi qui m'attendait après l'obtention de mon diplôme, je déménageais bientôt dans une nouvelle ville, en recommençant à zéro, sans plus d'attente de leur part. En fin de compte, j'ai réalisé que la meilleure vengeance était de bien vivre, d'aller de l'avant, de créer une vie pour moi-même qui n'avait rien à voir avec eux. Je n'avais plus besoin de leur approbation.